Une monnaie stable, mais une économie qui peine à décoller, c'est le paradoxe du franc CFA. Entre protection contre l'inflation et frein au développement, cette monnaie est-elle une chance ou un piège pour l'Afrique? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau l'économiste Jephté Ngapula. Bonsoir, monsieur Jephté Ngapula. Bonsoir, Monsieur Josué. Comment allez-vous? Non, en forme. Merci à nos fidèles téléspectateurs, abonnés actifs, d'être présents en train de nous suivre. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Tieleka Média, plus loin que l'œil puisse voir. La grande interview, c'est tout de suite. Avec notre invité, nous parlerons des missions et des objectifs de la BEAC, les limites de la politique monétaire et son impact sur le développement. Monsieur Jephté Ngapula, quelles sont vos impressions d'être parmi nous dans les locaux de Tieleka Média pour une énième fois? Oui, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau, d'apporter le savoir-faire. C'est toujours un plaisir, en tout cas. Alors, c'est quoi le vrai problème du franc CFA aujourd'hui pour qu'il continue d'être le centre du débat, d'être au cœur du débat, j'allais dire? Merci pour cette question pertinente. Il faut le signifier. La question sur le franc CFA ne cesse d'alimenter le débat entre les économistes et après il y a également nos confrères panafricanistes qui abordent également cette question. Mais toutefois, je tiens à rappeler que la question monétaire doit être traitée par les initiés du domaine. Il ne s'agit pas d'aborder cette question dans une approche purement politique comme certains ont tendance à le faire. Le débat, il est premièrement scientifique, donc ce sont les hommes de science, les initiés dans le domaine économique qui peuvent apporter de la matière sur cette question. D'accord. Pourquoi dit-on que la BEAC a une politique conservatrice? Pourquoi dit-on que la BES a une politique conservatrice? Déjà, je tiens à signifier d'emblée que la mission première de la BEAC, c'est la stabilité monétaire. Donc, il s'agit donc de lutter contre l'inflation en préservant donc le pouvoir d'achat. Et cet objectif a souvent tendance, pour ne pas dire a tendance, de remettre en cause en réalité les politiques de développement. Alors, en des termes simples, quel est le rôle numéro un de la Banque des États, de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, BEAC? Bon, le rôle d'une banque est d'émettre la monnaie, donc l'émission monétaire, mais ainsi que de contrôler donc la masse monétaire en circulation dans une économie. Donc la BEAC émet la monnaie et contrôle. Et là-dessus, nous sommes dans une approche multiplicateur de crédit, parce qu'il y a également un débat économique là-dessus, parce qu'il y a ceux qui pensent il y a certains économistes qui pensent que la création monétaire, sinon je dirais l'émission monétaire émane des banques du second rang, donc à travers l'approche diviseur, et d'autres qui pensent que non, c'est la banque centrale qui émet de la monnaie à travers donc l'approche multiplicateur du crédit. Par quels moyens agit-elle sur l'économie au quotidien? Bon, le franc CFA agit de manière Je parle de la quotidienne. BEAC. La BEAC, Oui. oui, la BEAC à travers sa politique joue de manière quotidienne sur la stabilité en réalité donc monétaire, parce que vous savez quand vous vous retrouvez dans une zone où la monnaie elle est stable, cette stabilité permet aux agents économiques d'avoir cette sûreté là, et par la suite la stabilité incite également les investisseurs dans un pays, parce que quand on a une monnaie instable, ça suscite quand même des interrogations. Et le franc CFA, dans cet angle-là, assure la stabilité, donne confiance aux investisseurs, permet également l'intégration régionale ainsi que le commerce au niveau interrégional. La politique monétaire actuelle a-t-elle besoin d'être modernisée ou il faut la supprimer tout simplement? Bien, la politique monétaire de la BEAC actuellement, nous n'avons pas besoin de la supprimer, mais nous pouvons tout simplement la moderniser. Vous savez, il y a des économistes qui ont écrit sur le CFA, même des économistes congolais, des financiers également,
à l'instar par exemple de monsieur Armel Sylvain Dongou, qui est un expert en ingénierie financière, qui a abordé la question du CFA à travers son ouvrage intitulé Le système financier de développement dans la zone CEMAC, en zone CEMAC. Alors, la question n'est pas de supprimer comme tel, mais d'aller vers une réforme qui permet en réalité de propulser vers le développement. C'est-à-dire ne pas se limiter à la stabilité monétaire. La stabilité monétaire elle est efficace, c'est un atout pour un développement économique, sauf que ça, on ne doit pas se limiter là-dessus. Donc la BEAC doit aller au-delà de cette mission première qui est donc celle de la stabilité. Donc à côté de la stabilité, pourquoi ne pas jumeler la notion de développement, combiner la notion de développement pour propulser donc les pays de la sous-région vers un développement économique proprement dit. Tout à l'heure, vous avez parlé des réformes. J'aimerais vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest avance plus vite sur les réformes que l'Afrique centrale? Pourquoi est-ce que l'Afrique de l'Ouest avance plus vite que l'Afrique centrale? Oui, Bon, l'UMOA et la CIMAC. bon, déjà, vous devez savoir que la zone UMOA, euh, bien sûr que, certes, la stabilité monétaire est l'un des objectifs, mais la BCAO ne se limite pas seulement à cet objectif. Donc, au-delà de la stabilité monétaire, nous avons par exemple euh, la question sur la croissance économique. Donc, stabiliser les prix, oui, tout en stimulant la croissance économique à travers une politique de taux directeur et même des opérations de marché, ce qui n'est pas le cas au niveau de la Banque centrale, au niveau de la BEAC, s'il faut dire ça comme ça. Parce que s'il faut faire, par exemple, une étude comparative entre les deux zones, vous verrez que, comme vous l'avez su, la zone UMOA présente un niveau de développement plus avancé par rapport à la nôtre, par rapport à la zone BAC. Pourquoi? Je vous donne par exemple certains éléments, je vous donne quelques éléments. Vous avez par exemple, pour ce qui concerne la capitalisation boursière, en 2023, au niveau de la zone CEMAC, on était à moins de 600 milliards de francs CFA, alors que dans la zone UMOA, on est à plus de 6 000 milliards de francs CFA. Ça, c'est en ce qui concerne la capitalisation boursière. Donc, le marché des titres. Par la suite, vous avez par exemple le taux de refinancement des deux banques. La Banque centrale refinance les banques du second rang à la hauteur de 5%. Par contre, la BCAO refinance les banques du second rang à la hauteur de 3%. Donc, pour ne pas dire que la Banque centrale, la BEAC au niveau de notre zone, refinance presque au double de la BCAO aussi, il faut dire ça comme ça. Parce que nous sommes entre 5-3, vous voyez que l'écart n'est pas trop loin pour parler en termes de doublon. Donc, vous voyez que déjà à partir de là, il y a déjà une grande différence. Et par la suite, il y a le taux de bancarisation. Au niveau de la zone CEMAC, ce taux, il est compris entre 18 à 22%, alors que dans la zone UMOA, on est entre 34 et 45. Donc vous voyez que la zone UMOA présente un système financier qui est plus développé, qui est plus profond par rapport au nôtre. Et c'est ce que l'écrivain congolais Armel Sylvain Dongou a abordé même dans cet ouvrage cité. Mais j'ai envie de vous poser une question de savoir, l'UMOA et la zone CEMAC, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis en place une économie, sinon une monnaie circulaire qui permettrait au peuple, sinon au pays des deux régions de pouvoir circuler, de pouvoir collaborer? Pourquoi ces freins-là? Parce que le franc CFA qui est utilisé en zone UMOA ne peut pas être utilisé en zone CEMAC. Mais tout simplement parce que nous ne sommes pas dans une même zone, s'il faut parler en termes de position géographique. Puisqu'on parle de franc CFA, oui, on parle de franc CFA. En fait, la valeur, elle est la même, sauf que il peut pas, la monnaie ne peut pas être commune parce que j'ai parlé en amont de l'intégration régionale. C'est même pas la même région. Nous sommes en Afrique centrale, ils sont en Afrique de l'Ouest. Oui. Donc, c'est pour différencier un peu ces deux zones, certainement. Ce que vous dites, ça pourrait peut-être être un élément, pourquoi pas dans un avenir proche, de voir comment associer. Voilà, peut-être. Là, ça dépendra des autorités monétaires, mais aussi des autorités politiques, bien sûr. D'accord. Quelles sont les différences d'impact du franc CFA de la zone de l'UMOA et de la zone CEMAC? La différence d'impact entre le franc CFA de la zone UMOA et de la zone CEMAC. Bon,
Je vous l'ai dit tantôt qu'au niveau de la zone UMOA, eux, ils bénéficient d'un système financier bien plus profond. Donc, vous avez par exemple la titrisation, donc les opérations de titrisation qui sont très avancées dans cette zone, et il y a cette complémentarité entre les banques et le marché financier, ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous sommes dans une union où le financement de l'économie passe presque par les banques uniquement. Donc le marché financier n'est pas développé comme tel, à la différence donc des pays de cette zone. Je vous ai parlé des taux le rôle des taux de refinancement donc des deux banques centrales. Quand vous avez une banque qui refinance à la hauteur de 3%, les banques du second rang, et jouent un rôle capital dans le développement économique de ces pays. Par contre, chez nous, on est plus limité sur cette préservation-là de l'environnement, s'il faut dire ça comme ça. Donc, stabilité des prix. La notion de développement, la BEAC ne la prend pas vraiment en compte, s'il faut dire ça comme ça. C'est ce qui fait la différence entre les deux zones. Donc, nous sommes conservateurs et eux, oui, nous sommes plus conservateurs. En fait, nous sommes plus conservateurs. Eux, par contre, ils sont conservateurs, mais ils vont au-delà de cette conservation. C'est vrai que l'équilibre de la sous-région reste l'objectif principal, mais on ne se limite pas à ce niveau. En fait, on va vers d'autres issues. Ce qui n'est pas le cas de chez nous en fait. Chez nous, c'est plus la préservation. On préserve plus. C'est vrai, cette préservation, elle est efficace parce que ça permet à nos pays d'avoir une économie stable. Je vous l'ai dit, quand une monnaie est stable, l'économie elle est stable. Mais sauf que notre système ne propulse pas vers le développement. C'est la différence en fait entre nous et la zone UMOA. Et finalement, à quoi prôner la stabilité au moment où le développement n'est pas effectif? Bon, cette réponse, je ne saurais quoi vous dire parce que c'est un objectif qui émane des cadres de la Banque centrale. J'ai eu la chance de discuter avec quelques cadres de la Banque centrale sur cette question. Bon, cette politique, elle est décidée par ces cadres. Pourquoi pas? Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que dans un avenir proche, tel que par exemple les écrivains mentionnent, qu'il y ait des réformes un peu à ce point-là. C'est-à-dire qu'on quitte carrément cette vision de conservatrice pour une vision plus large, par exemple, peut-être que je l'ai dit, sur le développement économique des pays. Cette question, elle est posée à vous personnellement. Si vous avez le pouvoir de changer une seule règle de la BEAC pour accélérer le développement et créer des emplois, quelle serait-elle? Bon, déjà, la règle, ça serait de supprimer ce système de refinancement des banques commerciales qui est alourdi. Parce que chez nous, au niveau de la BEAC, ce système, il est alourdi, c'est pour contrôler en réalité la création monétaire. Voilà. Donc, si on peut supprimer cet aspect et aller vers des financements de longue durée à des taux réduits, ça serait déjà quelque chose de bien parce que ça permettrait aux banques d'accorder des crédits à des taux d'abord réduits et par la suite, ils bénéficieront d'une marge, les banques elles bénéficieront d'une marge plus longue pour financer donc les projets d'infrastructure, des projets industriels, bref, aller vers le financement des secteurs productifs, donc aller vers des financements à long terme, c'est ce qui est idéal, sinon je dirais indispensable, pour propulser les pays de la CEMAC vers donc, le développement. D'accord, Jefté Ngapula. À présent, nous allons parler uniquement du franc CFA. Vous, en tant qu'économiste, c'est votre zone de prédilection. Que pensez-vous de ceux qui pensent qu'il faut bannir la zone franc CFA? Il faut bannir le franc CFA. Bon, ceux qui pensent qu'il faut bannir le franc CFA, je pense que ce sont ceux-là qui abordent plus la notion dans une approche purement politique qu'économique. Le franc CFA, à travers sa politique monétaire, présente des atouts, donc des portées, mais aussi des limites. Je me permets quand même de rigoler quand je vois quand même des gens affirmer que le développement de l'Afrique se bloque parce qu'il y a le franc CFA. Le développement
des pays de la zone franc se développent parce que c'est cet actif particulier qui serait à l'origine. Non. Ont-ils raison ou pas? Non, je dis non, je suis pas dans cette conception des choses. Certes, je reconnais que la politique monétaire du CFA, de la politique monétaire des banques d'Afrique centrale, plus précisément donc de la zone CEMAC, présente beaucoup de limites, mais il y a aussi des portées. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de structurer d'abord des économies, parce que par principe, la monnaie ne développe pas un pays. Un pays ne se développe pas à travers sa monnaie, mais plutôt à travers la structure économique. Je vous donne un exemple qui est simple. Nous sommes dans une sous-région, donc l'économie appliquée, c'est l'économie de rente. Pour les pays, par exemple, de la CEMAC, sur les 6, vous avez un pays qui a une économie diversifiée, qui est donc le Cameroun. Tous les autres dépendent donc du pétrole. Maintenant, dans une telle configuration, sur quelle base la monnaie est source de pauvreté? Puisque nous n'arrivons pas, vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à diversifier nos économies au niveau de la sous-région, c'est parce que nous utilisons le franc CFA? Non, cet argument, personne ne le dira. Vous voyez, le problème, c'est de structurer d'abord les économies. C'est après avoir structuré les économies que la question monétaire, nous pourrions peut-être l'aborder. Je ne veux pas faire de ce débat un faux, mais une chose est certaine, il y a bien d'autres éléments qu'il faudrait d'abord réunir avant d'aller vers cette réforme-là. Je vais vous donner une information, peut-être que vous le savez aussi. Il y a certains pays qui ont quitté la zone franc au sortir des indépendances et autres. La Guinée-Conakry, par exemple. Bien, merci. Mais paradoxalement, vous n'allez pas me dire que la Guinée-Conakry présente un niveau de développement plus élevé que la Côte d'Ivoire, par exemple. Que la Guinée-Conakry présente un niveau de développement plus élevé que le Cameroun ou le Gabon. Vous voyez, ce sont ces paradoxes-là qui expliquent au mieux, en réalité, le système CFA. Donc, pour ceux qui pensent que la monnaie serait à l'origine, mais que dire de ces pays qui ont quitté le franc CFA, mais qui ne se sont pas développés? Déjà, nous sommes dans un continent où il n'y a qu'un seul pays qui est émergent, qui est donc l'Afrique du Sud. Le reste des pays, à l'échelle mondiale, nous sommes des pays pauvres. Je dis à l'échelle mondiale. Maintenant, paradoxalement, tous ces pays-là n'utilisent pas le franc CFA. Donc, quelque part, je peux me permettre de dire le problème n'est pas le CFA. Tout en reconnaissant que le CFA présente quelques limites pour les pays qui l'utilisent. Mais le CFA n'est pas la cause causante du sous-développement du continent ou de la sous-région. Le problème, il est ailleurs. Pour les pays, par exemple, de la CEMAC, il faut aller vers une économie diversifiée. Par la suite, revoir la politique monétaire qui est plus conservatrice. Ça serait quand même des éléments nécessaires pour propulser la sous-région vers le développement. Mais ne pensez-vous pas que le franc CFA demeure l'un des facteurs de la survivance du pacte colonial en Afrique? Non, je ne suis pas de ceux qui pensent de la sorte parce que tous les pays sont libres. On n'a jamais imposé. Si aujourd'hui, je vous donne un exemple, hein, si les politiques congolais souhaitent ou décident de quitter la zone franc, ils vont lancer cette procédure et ils vont atteindre l'objectif. Puisque par le passé, il y a eu de ces pays qui ont quitté la zone et rien n'a changé. Donc je ne prends pas les choses dans cette approche purement politique. Je suis scientifique, je n'aborde pas l'approche politique. Cette approche-là, elle est plus réservée pour les non-initiés en économie. Moi qui suis du domaine économique, en tout cas, cette approche, je ne l'aborde pas. Donc elle est fausse? Bon, moi je dis, je ne l'aborde pas, je la considère, je me dis que c'est un leurre, c'est une illusion en fait. Parce que cette approche, je ne la partage pas. Parce que l'un des arguments qui est donné par vos confrères, qui sont également des économistes, ils disent que les deux banques centrales n'ont pas le monopole en ce qui concerne la prise de décision en matière de politique monétaire. C'est la France qui décide à leur place. Les États concernés ne le font pas. Non, le problème c'est quoi? Vous savez, l'arrimage du franc CFA à l'euro, la garantie de convertibilité émane du Trésor français. Donc nous ne pouvons pas exclure la France de ce système. Je sais que certains auront du mal à me comprendre, mais les techniciens comprendront. Cette disposition dont vous venez d'émettre, c'est le fameux débat sur les réserves de change. Pourquoi nous devons verser, par exemple, nos réserves auprès du Trésor français? Mais tout simplement parce que la France assure la convertibilité illimitée et assure également la centralisation de nos réserves de change. Est-ce que vous voyez?
Donc, c'est dans cette disposition-là que les gens se permettent, les non-initiés du domaine se permettent de dire que non, c'est la France qui décide pour nos pays et autres. Non, on n'est pas dans cette approche-là. Non. Oui, mais Et puis, pour revenir un peu là-dessus, je crois oui. que il y a quelques années de cela, il y a eu ce fameux sommet au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour une nouvelle monnaie, pour la mise en circulation d'une nouvelle monnaie ECO, Oui, écho, qui en réalité est le franc CFA en anglais. on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais cette réforme, si vous voyez bien, la politique du franc CFA et la politique de l'éco qui devait être mise en circulation reste presque la même. Hormis le point sur la suppression des réserves de change garanties par la France auprès du Trésor français, auprès du Trésor public français, la politique reste la même. Cette monnaie reste arrimée à l'euro, la valeur est haute. Donc c'est comme si on déshabillait Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc c'est pour vous dire que le problème n'est pas le CFA. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des pays en Afrique qui ont une monnaie locale, qui utilisent leur propre monnaie. Nous avons par exemple la RDC, nous avons le Zimbabwe, nous avons beaucoup de pays. Mais quelque part, vous verrez que les pays de la zone franc présentent un niveau de développement et une stabilité plus que ces pays-là qui ont une monnaie locale. Mais il y a également des pays qui utilisent une monnaie locale qui présentent un niveau de développement plus élevé que les pays de la zone franc. Donc c'est pour vous dire que le problème part de la structure économique, pas de la monnaie. Par principe, je vous le dis, la monnaie n'a jamais développé un pays. La livre sterling ne développe pas un pays, l'euro ne développe pas un pays, le franc CFA ne développe pas un pays. C'est la structure économique dont vous avez créé le cadre idéal que vous avez créé, source donc du développement. Monsieur Jeften Kapula, vous avez mentionné l'Europe, vous avez parlé de l'euro, vous avez parlé de la livre sterling. En restant en Europe, par exemple, vous savez bien que moi que l'Europe, c'est un pays qui est uni, ils n'utilisent qu'une seule monnaie. En Europe, il n'y a qu'une seule monnaie. Par contre, en Afrique, il y en a plusieurs. Et si le problème en Afrique... Non, en Europe, il n'y a pas qu'une seule monnaie. Hormis l'euro, il y a d'autres pays qui utilisent bien. Tel que la livre sterling, c'est une monnaie européenne. En Angleterre, oui. Oui. Il y a plusieurs monnaies en fait. Mais vous avez compris le fond de ma pensée. Oui, je comprends un peu. Quand on arrive en Afrique, il y a plusieurs monnaies. Peut-être c'est ça peut-être le frein qui empêche l'Afrique de se développer. Comme le dit certains panafricanistes. Vous en dites quoi? Oui, je crois que vous abordez là le fameux projet du feu président libyen. Maman Kadhafi. Exactement, sur les États-Unis d'Afrique, voilà, où il y a une seule monnaie. Bon, cette question, ce sont aux politiques de réfléchir. Parce que les économistes peuvent proposer cette initiative, c'est le politique qui doit en décider, les politiques doivent en décider. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le problème vient de la monnaie pour que l'Afrique se développe. Non, je le dis, c'est l'économie, c'est nos structures économiques. C'est pas la monnaie. Le problème n'est pas lié à la monnaie comme telle. Jeften Kapula, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais vous accorder la parole pour un dernier mot. Pourquoi pas un élément additif sur tout ce qui a été évoqué sur ce plateau. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que la pauvreté n'est pas une fatalité. Le développement économique n'est pas une illusion. Donc, il suffit de travailler, de faire du travail le facteur déterminant et nous allons atteindre l'objectif commun qui est donc le développement économique. Le tout passe premièrement par une économie plus diversifiée, sortie de cette dépendance à l'or noir. Par la suite, revoir cette politique monétaire de la BAC, bien qu'efficace en matière de stabilité, mais ne propulse pas au développement à travers cette vision conservatrice qui consiste tout simplement à se limiter sur la stabilité et assurer donc le pouvoir d'achat donc des agents économiques. Il faut bien qu'il y ait ce dépassement. Pourquoi ne pas prendre la BCAO comme modèle pour aller vers un système financier fiable, profond, capable de propulser vers le développement. Merci M. Jeften Kapula d'avoir honoré à notre invitation. Merci, le plaisir est mien. Vous l'avez certainement compris, nous sommes arrivés à la fin de cette grande interview. Quitte à vous de partager, liker, commenter ce contenu comme vous avez l'habitude de le faire. Et on se dit à très bientôt sur Tieleka Media, plus loin que l'œil puisse voir.